Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel événement, une nouvelle conférence ADTEM Rhône-Alpes sur un thème qui nous tient à cœur, qui est la data de qualité et comment embarquer nos collaborateurs dans une data de qualité. Avant de laisser la parole à notre plateau et à Alice qui va animer cette table ronde, Alice qui est coprésidente du club ADTEM Rhône-Alpes aussi. Et moi, je ne me suis pas présentée, je suis Muriel Genin, coprésidente aussi donc. Je vais juste vous dire quelques mots en fait sur le club ADTEM Rhône-Alpes. Ça fait un certain temps qu'on existe maintenant. L'ADTEM a plus de 60 ans et nous, on doit avoir une trentaine d'années. On fait parmi les plus vieux clubs du réseau. L'objectif de notre club est vraiment de partager des expériences, de créer du contenu, de créer des expériences avec l'ensemble des marketeurs de la zone sur des choses du coup assez transversales. On fait partie des clubs régionaux de l'ADTEM, mais l'ADTEM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, notamment à distance, c'est aussi des clubs sectoriels, c'est aussi des clubs métiers, et c'est bien sûr des événements nationaux. Vous avez d'ailleurs l'ADTEM Factory qui aura lieu bientôt fin novembre, avec un programme assez alléchant, je vous encourage à aller voir. Mais là, donc, ce soir, on est vraiment sur la zone de Lyon. On est accueillis par l'Hydrac Business School et on les remercie parce qu'ils nous mettent dans des conditions vraiment particulières et agréables, puisqu'on peut faire de l'hybride avec vous ce soir. Donc, vous voyez, on a notre plateau d'intervenants qui ont tous été testés, donc qui peuvent aujourd'hui ne pas avoir le masque. Voilà, c'est autorisé. Nous avons des personnes dans la salle qui vont pouvoir aussi interagir avec nous et poser des questions. Et je sais que vous êtes nombreux aussi en ligne et vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi. Vous avez notamment à droite un petit onglet questions. Je vous invite à poser ces questions durant la conférence et on reprendra toutes ces questions à la fin de la conférence. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Alice et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Muriel, merci à vous d'être là, donc physiquement en face de nous et virtuellement ou distanciellement au bout de l'écran. Je vais maintenant vous présenter avec très grand plaisir nos intervenants d'aujourd'hui, donc nos experts qui ont expérimenté la data de qualité et comment on engage les collaborateurs. Alors à tout bien, tout honneur, on va commencer par les dames. Virginie, donc qui va se présenter. Alors dans l'ordre, on va se présenter chacun, puis débattre ensemble, et puis à la fin de notre intervention, il y aura une demi-heure de questions-réponses. Donc Virginie, tu es aujourd'hui consultante chez WEG, avec un passé chez Itron. Donc, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que WEG et en petit cours, qu'est-ce que c'était Itron et ton job de l'époque? Oui. Bonjour, Virginie Dampuré, enchantée. Je suis aujourd'hui Commercial Excellence Practice Lead chez WEG, donc qui est une société qui est partenaire Platinum de Salesforce et donc qui implémente tous les outils, tous les clouds de Salesforce, principalement la plateforme e-commerce. Mais pour cette discussion, je vais plutôt prendre la casquette de mon ancien rôle qui était Sales Operation Manager au sein de Itron, donc une société de comptage, solution de comptage au gaz, électricité, chaleur thermique. Où tu as implémenté Salesforce. Où j'ai implémenté Salesforce avec beaucoup de collaboration avec marketing, finance et autres départements d'une entreprise de telle envergure. Donc tu nous raconteras cette expérience-là. Merci Virginie. Julien, tu vas nous parler de ta mission et du rôle de Cégide. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je travaille pour Cégide. Chez Cégide, je m'occupe de l'aspect génération de leads. Donc la donnée, elle est partout. Hein. C'est la partie scientifique, disons, du marketing. Je m'occupe de l'activité web. Donc concrètement, comment on fait venir des personnes, comment on génère l'attraction vers nos services, comment on les convertit, cette traction-là. Ensuite, aussi, il y a toute la partie marketing automation et la partie télémarketing. Donc, on a de la donnée à tous les niveaux. Souvent, on se dit que c'est d'ailleurs ce qui nous lie tous. Hein. Moi, j'ai souvent coutume de dire que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est notre credo à tous. On est tous très experts, chacun de la donnée. On aura l'occasion d'en parler. Et par rapport à Cégide, je crois qu'il y a un slide juste après. Cégide, c'est un éditeur de logiciels de gestion, hein, schématiquement. On est en pleine croissance. On a des activités dans plusieurs domaines que vous connaissez peut-être, comme l'expertise comptable, le retail, l'ERP, la paye, la TPE. Donc, de la donnée partout, sur 300 000 entreprises sur la TPE, sur des grands comptes, sur
donner, de structurer de façon différente. Donc voilà, on est au cœur du sujet et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et de nous partager cette expérience-là. Merci beaucoup. Et donc Hervé, on est aussi dans le logiciel. Ton rôle et l'aventure d'IMO, c'est quoi? Ça parle de quoi? Alors, Dimo Software, donc moi je suis Hervé Guillot, directeur marketing de Dimo Software. Dimo Software, c'est une société qui est née au siècle dernier, en 95. À l'époque, 6 collaborateurs sur une solution pour la finance, principalement de la gestion de trésorerie. C'est une entreprise qui a grandi tranquillement, on va dire, puisqu'on est 430 collaborateurs aujourd'hui. On a 8 activités, 32 solutions. Donc, on fait à peu près... on va dire, j'allais dire tout ce que ne fait pas Cegid. Si Cegid adresse quasiment tout ce qu'on fait, mais on va dire qu'on ne fait pas surtout ce que fait le cœur de système de Cegid. On vient faire des briques complémentaires à l'ERP. On est d'ailleurs partenaire sur un certain nombre de solutions. Partenaire, ouais, absolument. Si on parle de Nautilus, par exemple, pour les notes de frais. Donc, on vient faire des solutions complémentaires à l'ERP et donc éditeur SaaS, intégrateur de solutions par ailleurs sur un certain nombre de métiers. Je ne vais pas tous vous les dérouler, sinon on est là demain. Mais voilà, donc une organisation avec des responsables marketing par activité et une problématique aussi de data qui devient centrale. C'est-à-dire qu'on est tous à courir après cette fameuse data qui pilote finalement quasiment tout ce qu'on fait aujourd'hui, ou en tout cas qui devrait piloter, qui doit piloter tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est central. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est que cette donnée, comme elle est centrale, qu'elle doit être bonne, qu'on doit arriver à mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de cette donnée. Donc ça va être notre sujet d'aujourd'hui et de ce soir. Alors, comme tout débat qui se respecte, on va commencer par une définition par rapport au titre de notre intervention, puisque l'enjeu, c'est de travailler autour de la data de qualité. Je vais vous demander, quelle est votre définition de la data de qualité? Qu'est-ce qu'une bonne donnée, d'après vous, selon vos critères? Alors, Julien, on va commencer donc, du point de vue de Cegid et de la génération de leads et des systèmes que tu génères aujourd'hui. C'est quoi une donnée de qualité? Moi, j'ai l'habitude de comparer la qualité de la donnée à la santé, en fait. Quand on est en bonne santé, c'est dû à toute une série de choses, à l'hygiène, au sport, enfin voilà, il y a toute une série de critères et la qualité de la donnée, finalement, c'est pareil. Donc, il y a toute une série de critères qui qualifient la qualité de la donnée, que ce soit l'exhaustivité, la fiabilité, la récence aussi de l'information. Donc, on peut avoir une information très exhaustive, mais au final peu fiable. Donc, si elle est trop vieille, elle est plus voilà, valable. il y a toute une série de critères. Après, je pense aussi qu'il y a la pertinence de l'information à prendre en compte. Donc, la donnée, c'est bien, mais est-ce qu'elle est utile? Et enfin, je finirai par l'accessibilité, puisque la donnée, c'est bien beau, mais est-ce qu'elle est dans les bons systèmes? Est-ce qu'elle fait gagner du temps dans les systèmes utilisés par les utilisateurs? Donc voilà, après moi, me concernant, ça va passer par du marketing automation, où la donnée finalement va être au service des campagnes qu'on va faire, puisqu'on va segmenter nos campagnes sur toute une série de comportements qu'on peut capter sur notre audience. Donc là, on est vraiment sur la donnée qui est dans l'action, plus que de la donnée un peu statique qui est là pour décorer et finalement qui n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Alors, je pense que les données pour décorer, on n'est pas trop dans ce sujet-là aujourd'hui. C'est un peu le problème parce que là, avant la conférence, je regardais une citation d'IBM qui disait qu'il y avait 90% de la donnée disponible qui a été créée depuis 2 ans. Donc, on est dans une suraccumulation de données de partout. Et finalement, l'enjeu, c'est se limiter finalement à ce qui apporte de la valeur à notre business et quitte à moins en faire, mais mieux en faire. Donc, après, ça répond aussi aux enjeux spécifiques que vos entreprises peuvent avoir, mais voilà. C'était un débat qu'on avait eu justement avec le club du marketing direct sur la notion de big data, jusqu'où ne pas aller trop loin, c'est-à-dire jusqu'où doit-on se limiter à des données réellement utiles pour ne pas en avoir quitte trop. À en jeter. Quitte à en jeter, tout à fait. Ouais, c'est un peu comme quand on range sa chambre aussi, d'un certain côté. Voilà, on se limite sur ce qu'on se sert. Marie Kondo est passée par là. L'art du rangement de la donnée. Elle pourrait travailler dans nos métiers aussi. Hervé, est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est justement pour toi une donnée de qualité? Alors là, on a parlé de santé de la donnée et de façon de l'exploiter. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu rajoutes par rapport à
à ça? Non, enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je peux même te la faire très courte au risque de te surprendre. En 2 mots, identifiable, exploitable. Mais ça rejoint, simplement pour Sur identifiable, peut-être identifiable, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que de la data, on en a tout autour de la taille, et quand on commence à se pencher dessus, on peut vite tomber. Donc, en fait, et avant de se pencher dessus, il faut déjà identifier quelle data on veut véritablement analyser, parce que quand on regarde, effectivement, il y en a une quantité astronomique. Quand on est capable de l'identifier, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi majeur, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a une solution de CRM, on a du coup du CRM chez nous, ça fait 25 ans qu'on vend du CRM, j'en ai vendu pendant 17 ans chez Dimo avant de prendre ce poste-là, donc l'enjeu majeur, quand on a un CRM depuis aussi longtemps que ça veut dire qu'on a effectivement des données depuis très très longtemps, donc il y a des logiques de récence évidemment, mais ça veut dire aussi que dans un CRM aussi ancien, il faut qu'on arrive à retrouver notre modèle de données et à savoir sur quelles données je travaille, quel indicateur, et donc est-ce qu'il y a une qualité derrière, est-ce que ce champ est utilisé, est-ce que cette data est utilisée, est-ce qu'elle est viable. Et est-ce qu'elle est structurée dans des voilà, champs la structuration exploitables. La structuration de la donnée et l'identification. Qui permettent une automatisation derrière. Par exemple, mais l'identification ou une segmentation qui va amener à de l'automatisation. Donc l'enjeu, il est majeur. Effectivement, la qualité de la data, identifiable, quelle data je travaille, et exploitable, j'en fais quoi? Structuré pour pouvoir être utilisé. Et donc, en passant le micro à Virginie, Virginie, tu m'avais toi beaucoup parlé des données de prévision, puisque dans ton modèle, c'était extrêmement important. Oui, en fait, nous, quand on a implémenté le CRM, qui existait déjà et qui était non exploitable, pour rejoindre, on n'avait pas de données justes. En fait, on a vraiment retravaillé tout le processus de vente de bout en bout. Du pré-vente, de la génération de prospects jusqu'au billing, et inclut aussi la notion de prévision. Et le but, c'était vraiment d'adapter ensuite l'outil à ce processus, de manière à ce que toutes les personnes qui allaient interfacer allaient utiliser exactement la même source d'information, donc du CEO jusqu'au donc là, la notion de qualité, c'était tout le monde la même. C'était tout le monde la même source d'information, qui avait la même data, qui avait la même source, et qui avait également beaucoup d'intégration avec le RP et les autres outils qui étaient utilisés, de manière à ce que vraiment tout le monde ait la même source, la même disponibilité aussi, avec des dashboards mis en place, comme ce qui a été déjà dit. Et bien entendu, l'objectif, c'était de pouvoir avoir des informations exploitables, puisque le but, Itron était une société, et toujours d'ailleurs, une société référencée au Nasdaq. Donc, on avait une énorme importance sur la prédictabilité et la précision des informations. Voilà. Et après, il y a aussi la précision des informations en interne, de manière à pouvoir, étant donné que c'est une usine, c'est une société qui fabrique aussi des compteurs, donc sur tout ce qui est la gestion du stock et des besoins en fonds de roulement, donc de pouvoir anticiper, et notamment avec des pièces électroniques, des commandes à long terme, des approvisionnements. Alors là, tu me tends la perche sur la question d'après, qui est justement quels sont les enjeux de cette data de qualité. Alors, je vais un peu bousculer l'ordre que j'avais donné. Garde le micro. Pardon. L'enjeu d'avoir une donnée juste. Donc là, typiquement, on est sur ce que tu dis, la prévision, le forecast. Mais derrière, on va parler d'enjeux de commerciaux, marketing, d'efficacité commerciale, etc. Donc là, pour Itron, c'était comment je gère ma prévision de prod, de stock. Alors, il y avait la prévision, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la facturation, puisqu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs départements qui utilisaient cette information, puisque le but, c'était d'avoir la même aussi face à un client, de manière à ce que le prospect, qui est ensuite devenu un client, s'il y a un souci, notamment du support à faire, que le dernier service qui a accès à ce client est vraiment tout l'historique, tout ce qui a été réalisé. Idem pour les nouveaux arrivants, de manière à ce qu'on a capitalisé toute cette information. Et ensuite, il y a l'autre volet qui est la prédictabilité pour alimenter les usines. Donc, c'est-à-dire alimenter les usines, mais aussi alimenter la finance avec des prévisions budgétaires. Alors, au départ, on était sur 3 ans
réalistiquement, ça a été diminué sur 1 an et ensuite, c'était des prévisions pour les 2 prochaines années sur des estimations financières. Mais le but, c'était de pouvoir rapprocher au maximum les prévisions du réel avec des interactions régulières, des équipes qui ont été organisées pour soutenir aussi les commerciaux, pour bien anticiper toutes les prévisions. En fait, tous les mois, il y avait des revues qui étaient faites. Donc, grâce à cette donnée de qualité, on arrive à prévoir et anticiper du planning de prod, du planning d'appro, du planning de soutien, etc. Nous, par exemple, on a réduit notre prédictabilité. On était entre 5 et 10% par rapport à ce qu'on avait avant. On a réussi à baisser par rapport au budget qui était annoncé. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus. Donc, plus près du résultat, plus près de l'écart. Exactement, on avait beaucoup moins d'écart. Et par rapport aussi aux prévisions au niveau du stock, on a réussi à baisser le besoin de fonds de roulement et d'approvisionnement. Donc là, on est déjà dans la question d'après, retour sur investissement. Voilà. Hervé, pour toi, les enjeux de cette qualité, alors c'est plutôt marketing, légal, économique. On a beaucoup parlé d'économie finance. Alors, si je le recentre sur mon métier aujourd'hui, enfin notre métier aujourd'hui, et en tout cas chez Dimo, je suis exclusivement focus aujourd'hui sur l'analyse de la data pour savoir exactement où je mets mon énergie, où je mets et les investissements et l'énergie. Donc voilà, le focus, il est vraiment sur l'analyse de l'origine du business, d'où ça vient, quelles sont les sources d'alimentation, et donc un énorme travail aussi avec les équipes de vente, parce que c'est eux qui nourrissent quand même une grande partie de cette information-là. Et donc on travaille main dans la main avec les équipes sales, à la fois pour leur expliquer que quand on rajoute un champ ou qu'on leur demande une data, c'est pas pour les emmerder, mais c'est qu'on en a vraiment besoin, mais eux aussi. Et que finalement, c'est nous nourrir. Et alors, tu en as besoin pour quoi ? Pour quel résultat au final par rapport à ce que tu veux identifier clairement ce qui fonctionne. C'est-à-dire que je suis en plein en ce moment dans une formation grosse. Alors, on en fait beaucoup des grosses montagnes, mais on est dans des logiques d'expérimentation de marketing aujourd'hui. Donc, expérimentation, ça veut dire mesure. Donc, si on teste des choses, on doit évidemment savoir si ça a fonctionné, pas fonctionné. Donc, la préoccupation majeure, c'est d'être en capacité, comme je disais tout à l'heure, identifier la data que je veux analyser et savoir quel indicateur je veux en sortir, savoir quelles mesures je veux disposer. Donc, les générations d'ARR aujourd'hui, de revenus récurrents, cette mesure-là, elle est récente dans nos sociétés puisqu'on est sur des modèles économiques d'engagement, d'abonnement. Donc, c'est une mesure qui est de plus en plus importante. On est aligné là-dessus avec les sales sur cette métrique-là. Si je prends un exemple sur lequel on passe beaucoup de temps, c'est l'analyse des formulaires entrants. Donc, un formulaire qui transforme, il y a 2 volets. Il y a évidemment comment je fais pour nous rendre suffisamment visibles pour que ça génère évidemment du formulaire. Mais quand le formulaire est rentré, je le dis souvent, j'assiste beaucoup de conférences où, y compris dans les formations qu'on suit, où on repart avec 40 outils à tester sous le bras. C'est super tout ça. Hein. On nous dit qu'il faut faire du bruit, il faut faire du bruit. J'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps où on sort de ces confs avec 40, 30, 200 outils à tester. On rentre dedans en disant on n'a plus le temps de rien et on repart avec 200 outils de plus à tester. Donc l'enjeu, c'est bien effectivement de s'assurer évidemment que les leads sont traités. C'est-à-dire qu'il y a un double enjeu, se rendre visible et avoir suffisamment de data pour savoir d'où ça vient et savoir ce qui fonctionne. Ça, c'est le premier volet. Pour savoir si ça fonctionne, il faut bien que les sales me donnent des retours pour savoir si ce qui est rentré est de qualité ou pas. Il y a d'autres indicateurs automatiques, mais c'est quand même eux, au final, qui nous donnent cette information, un certain nombre d'informations. Et puis, deuxième préoccupation majeure pour moi, c'est est-ce que c'est traité ? Après, tu as aussi, donc comme tu dis, est-ce que c'est traité au niveau du commercial ? Mais globalement, ça veut dire que avoir la donnée juste te permettra, au niveau marketing pardon, j'étais un peu loin, d'avoir la bonne campagne, c'est-à-dire d'aller générer de la visibilité vers ta campagne au bon endroit, vers les bonnes cibles. En tout cas, de l'intensifier. De l'intensifier en mettant l'énergie et l'argent là où c'est pertinent et en conséquence aussi faire en sorte que les leads entrants qui seront arrivés seront eux plus efficaces du point de vue ensuite de l'action commerciale. Donc il y a un enjeu de l'action marketing de la façon dont tu dépenses toi ton budget et du fait que derrière la qualité de ce qui va rentrer donnera une plus grande efficacité commerciale. C'est un tout, c'est-à-dire qu'effectivement la qualité de ce qui rentre nous permet
évidemment de mesurer si tel ou tel canal a performé et fonctionne, et à ce moment-là de pouvoir intensifier, mettre de l'énergie, de l'argent dessus. Ok, merci. Et alors pour le coup, Julien, lorsqu'on en avait parlé, pour toi l'enjeu, c'était beaucoup sur l'intelligence économique et la productivité aussi qu'on en avait parlé. Oui, effectivement, c'est l'un des nombreux enjeux. Il y en a plusieurs. Il y a des enjeux à tous les niveaux pour l'entreprise de façon générale, juridique, environnementale. Bon, si on reste sur l'aspect économique, effectivement, chez Cegid, nous, c'est un enjeu, en tout cas sur la mise en place d'un CRM, comme on a pu le faire avec Salesforce, un enjeu de gain de productivité, puisque en fait, avec la donnée qui est disponible et qui permet d'automatiser toute une série de choses, de tâches à faible valeur ajoutée, on est capable d'enlever en fait des tâches qui auparavant étaient faites manuelles par tout un certain nombre de personnes et de les automatiser, de les enrichir. Je pense par exemple à l'affectation de leads, à la création de ciblage. Tout ça peut être fait en automatique à condition que la donnée soit juste. C'est un autre problème parce que forcément quand on automatise, on se repose sur la donnée et donc bon, on a moins d'éléments de contrôle comme on peut le faire manuellement, mais disons que ça permet vraiment de gagner en productivité et d'enrichir, de pouvoir avec le même nombre de personnes concrètement pouvoir plus absorber de volume, pouvoir aussi il y a un enjeu RH parce que le job du coup est plus intéressant. Ouais. Donc il y a ça aussi. Après, j'ajouterais que vraiment à mon sens pour les marketeurs, la donnée est une forme d'arme. Enfin, c'est une arme fantastique en fait. Quand on fait du marketing automation aujourd'hui, s'il est bien connecté à son CRM, on a énormément de données. On peut prendre du recul et avoir un job qui est différent en fonction des enjeux business. Je donne des exemples. Par exemple, si je fais du marketing automation sur un marché où beaucoup d'opportunités sont bloquées dans le pipeline, voilà, j'ai généré des opportunités, elles n'avancent pas. Je peux tout à fait cibler et faire des campagnes automatisées en lien avec les commerciaux. Donc ça aussi, ça crédibilise de façon fantastique le marketing. Après, ça nécessite aussi une forme de responsabilité aussi de notre part. Mais voilà, donc il y a énormément d'enjeux. Mais effectivement, chez nous, c'était beaucoup la productivité, aussi réenchanter le marketing automation, communiquer sur ce qu'on fait, communiquer sur l'impact. Donc voilà, en résumé. Montrer à quoi ça sert, mais c'est déjà pas mal comme résumé. Après, il y a justement un sujet, alors vous l'avez dit tous les trois, on a parlé de la donnée venant de l'interne, c'est-à-dire qu'on est bien first party data, donc des données qui nous sont données directement par les utilisateurs, nos clients eux-mêmes, que nous captons, que vous captez au travers de vos différents systèmes. Est-ce que vous êtes aussi, alors c'était au passé pour Virginie, mais peut-être pour vous plus actuel, utilisateur de données de deuxième ou troisième niveau, c'est-à-dire des choses que vous achetez ou que vous louez à l'extérieur qui permettent de qualifier la donnée, de la compléter par rapport à ce que vous avez déjà, alors que ce soit, je sais pas, le fichier de création des entreprises ou de mort des entreprises, par exemple, je ne sais pas. Julien, peut-être? Oui, complètement. Après, bon, de moins en moins, je dirais, mais puisque le cadre juridique nous impose d'aller de plus en plus vers la donnée first party, la donnée qu'on est soi-même capable de collecter, mais si elle est anonymisée, on peut tout à fait utiliser du second, third party sans problème. Donc ça peut prendre la forme de partenariat avec des sociétés pour toucher d'autres marchés, ça peut prendre la forme d'enrichissement de comptes, de bases de données. On parlait d'hygiène tout à l'heure, donc là concrètement, la third party, ça entre dans cette info légale pour entre autres. Info légale, pour citer info légale, nous concrètement, il y a un connecteur sur notre CRM. Donc, si je suis utilisateur du CRM Salesforce chez Cegid, voilà, j'ai de la donnée fraîche, mise à jour en temps réel. Voilà, donc ça apporte vraiment de la valeur et on ne crée plus un compte manuellement aujourd'hui. Enfin, on n'embauche pas des CDI en France pour créer des comptes dans Salesforce. Ça doit être automatisé. Ça rejoint les gains de productivité. C'est la notion d'industrialisation de la donnée qui peut servir. De ton côté, Hervé, c'est pareil aussi? Alors, oui, dans une certaine mesure. Il y a des datas aujourd'hui qui sont intéressantes. Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce qu'on a les mêmes sujets de connexion aujourd'hui avec nos CRM sur de l'open data, qui permettent d'alimenter automatiquement des données en tout cas qui sont accessibles, type INSEE, même si
Certaines sont de plus en plus difficiles à trouver parce qu'elles sont pas fournies, tout simplement, qu'elles sont plus données. Mais indépendamment de ça, on peut avoir à acheter des données très très ciblées. Je pense à une activité comme Nautilus sur Way, qui est un logiciel de gestion de flotte auto. C'est intéressant d'aller acheter de l'immatriculation. Nombre de véhicules sociétés, par exemple. Donc là, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui sont capables de nous fournir du parc automobile, un volume de parc auto sur des sociétés cibles. Donc ça, c'est une donnée qu'on est susceptible d'acheter. Que tu es susceptible d'acheter, qui va compléter la connaissance du client et du potentiel du marché. De ton côté, Virginie, je ne sais pas si c'était le cas chez Itron ou chez WEG aujourd'hui. Non, alors c'était chez Itron, puisqu'en fait, WEG, on pousse davantage des outils pour fournir de la bonne donnée, donc, notamment avec le e-commerce et les leads et tout ça. Non, c'était plus avec Itron. En fait, moi, je m'occupais aussi des relations avec des third parties, et notamment des agences de recherche à qui on achetait des rapports pour pouvoir justifier de notre positionnement en tant que au niveau part de marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc il y avait une collaboration avec ces agences, parce qu'en fait, nos investisseurs lisaient ces rapports, et notamment un qui était pour eux une source de vérité. Donc, si on n'était pas le numéro 1 dans ces différents rapports par rapport aux différentes énergies, on avait ensuite des retours et beaucoup de questions. Donc moi, je leur fournissais les informations pour ma partie. Et en fait, c'était un petit peu un jeu pour essayer de faire en sorte, on va dire, ça va être du marketing dans le mauvais sens du terme. Voilà, c'est de la marketing intelligence. C'est de l'habillage. C'est ça. Et ensuite, la croiser aussi pour la donner, la fournir à nos équipes commerciales et marketing et financières pour qu'ils puissent aussi avoir ces informations disponibles, actualisées. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une donnée de qualité et on sait à peu près des enjeux. Donc, il y a du commercial, il y a du technique, il y a de la prod, il y a de la productivité et voire de la gestion de ressources, puisque on peut peut-être mieux garder et séduire des collaborateurs quand on leur fait pas faire des tâches sans valeur ajoutée. Pour le coup, cette donnée, donc, elle dépend de nos collaborateurs, elle dépend de leur capacité à comprendre l'intérêt que ça a pour eux et à s'engager, même quand ça les enquiquine au plus haut point. Alors Virginie, est-ce que justement tu peux partager cette façon que vous avez eu de travailler chez Itron sur comment on engage les collaborateurs vers une data de qualité qui implique souvent de grands changements dans leur façon de travailler. Quels sont les freins auxquels tu as fait face et comment vous avez réussi à les dépasser? Et on posera la même question. Alors là, j'en ai beaucoup à dire. En fait, au départ, les freins, ça a été on n'en a pas besoin, c'est du Big Brother, laisse-moi travailler comme je fais d'habitude. Ensuite, il y a cette notion de flicage, de contrôle. Il y avait aussi la notion de c'est une décision qui vient du corporate, ça m'intéresse pas. On avait aussi des problèmes techniques puisqu'on avait des commerciaux qui avaient différentes expériences, différents usages, papier crayon jusqu'au geek, et également alors moi j'ai poussé pour ce projet, donc j'avais aussi la volonté de réduire les tâches consommatrices, superflues, de toutes les demandes qui étaient dupliquées en fait par le marketing, par la finance, par différentes personnes. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui un commercial passe 36% de son temps face à un client. Et le reste, c'est des tâches administratives qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc, le but, c'était vraiment de le remettre sur le terrain. Voilà, de le remettre sur le terrain. Donc voilà, donc par rapport à ça, ça a été des audits et surtout un onboarding, on va dire, dès le début. Moi, en fait, j'ai travaillé avec eux pour co-créer le process qu'on allait mettre en place. Donc, c'est co-créé, mais avec sales admin, vraiment toute la chaîne d'intervenants, de manière à ce que chacun puisse apporter ce dont ils avaient besoin. Et le COO, on était sponsorisé par le COO, avec qui on a acheté aussi du temps. On a acheté des risques, on a acheté de la communication. Donc, on a réussi à négocier et à lui expliquer que ça n'allait pas être fait en un jour, qu'il fallait aussi accompagner les gens. Donc, c'est de l'accompagnement, beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation,
Beaucoup de services après-vente aussi. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a couvert 80% des besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est plus de 1000 utilisateurs sur le CRM, dont la moitié à 100%. Donc, c'était vraiment accompagner ces personnes-là. Donc, c'est beaucoup de discussions, de pédagogie. En fait, c'est beaucoup de blocages à enlever. Et donc, ce blocage, il est aussi bien sur l'outil au sens large, parce que c'est vraiment la mise en place de l'outil qui est le cœur du sujet, mais à travers cet outil, l'enjeu, c'est de récupérer la donnée juste et de faire en sorte qu'ils la nourrissent voilà. Là où c'est nécessairement eux qui la mettent. Alors justement, c'est pour ça qu'il y a eu déjà la première démarche, ça a été de mettre en place un processus et ensuite un outil, et de ne pas faire l'inverse. Donc, ce qui était le cas au départ. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune adoption. Donc là, on a vraiment pris la démarche de co-créer ensemble et d'appliquer ce process dans l'outil CRM. Ensuite, pour accompagner les commerciaux, on a réorganisé les équipes de sales admin avec des profils planeurs. Donc, c'est-à-dire des personnes qui allaient accompagner dans ce groupe. On avait planning et order management, donc des personnes planning qui allaient accompagner les commerciaux pour les relancer sur les prévisions, pour ajuster les prévisions. Donc un nouveau métier. Donc un nouveau métier, voilà. Donc un nouveau métier. Et en parallèle, on avait justement acheté du temps, c'est-à-dire que le temps de mettre en place ces outils, que les personnes l'adoptent, on avait à peu près un laps de temps de 6 mois qui permettait justement à onboarder tout le monde. Donc voilà, à partir du moment où on a eu, on va dire, une communication alignée du COO, on a pu rassurer les personnes en leur disant c'est pas demain qu'on va te demander d'être accurate, enfin précis dans tes données. Donc il va vraiment y avoir un accompagnement. Par contre, on va y aller en différentes étapes. Autre chose qu'on a mis en place, donc c'est déjà de leur avoir montré tous les impacts qu'ils allaient avoir de bout en bout s'ils mettaient pas la donnée, et notamment sur les commandes. Donc moi, j'ai eu beaucoup de pédagogie à faire et des deuxièmes chances à donner à des commerciaux qui n'avaient pas entré leurs prévisions et qui venaient avec un gros contrat en disant « maintenant, il me faut les produits ». C'était non, ça marche pas comme ça. Le vendredi soir à 18h, voilà. dit Hervé. C'est non, ça marche pas comme ça. Il y a eu de l'approvisionnement qui a été fait basé sur les prévisions. Donc, on va voir en fonction des priorités. Mais voilà, du coup, tu vas impacter un autre commercial et donc un autre client qui lui aura bien fait son boulot. Donc, du coup, il y avait aussi ce ping-pong pour leur montrer l'importance et les impacts s'ils ne faisaient pas leur travail de ce qu'ils allaient faire. Donc, beaucoup de pédagogie voilà. et de démonstration. Ouais. Et la dernière chose, c'était des KPI qui ont été mis aussi pour pouvoir suivre l'hygiène de la data, voilà, de l'actualisation de l'information, des opportunités, de la clôture des opportunités, le suivi des activités, du CRM, et tout ça dans un seul dashboard qui était disponible pour le top to. Donc l'équivalent d'une data qui s'est brossé les dents, c'est des opportunités bien fermées une fois que voilà. elles ont été transformées. Après, avec quand même de la flexibilité aussi, on reste humain. Donc, Et donc c'était beaucoup de boulot, mais aussi du temps, du sponsoring. Oui. Du côté de Cégide, justement, comment est-ce vous avez travaillé pour faire comprendre l'intérêt de la donnée à tous ceux à qui vous la demandez, en fait? C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, mais nous, je dirais qu'il y a trois aspects qu'on regarde. Il y a un aspect, comme tu disais, un peu on a besoin d'avoir un vernis culturel commun. Ouais. Donc, ça passe par pas mal de formations, en fait. Qu'est-ce que le big data? Parler la même langue. Qu'est-ce que la GDPR? Ouais. On se met d'accord sur un vocabulaire commun. Et ça a un côté un peu scolaire, mais ça nous met dans un cadre qu'on partage tous. Après, les deux autres aspects, ils sont assez classiques. Il y a un aspect vraiment coercitif où c'est un peu le bâton, et un autre aspect qui est un peu ce que ça rapporte. Donc voilà, concrètement, sur le bâton, il y a toute une série de choses qu'on oblige en interne, à savoir, par exemple, une review de pipeline avec un commercial se passe en regardant le CRM. C'est plus des Excel, des discussions. Enfin, il y a de la donnée. Ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas. Même si le commercial a appelé et que ce n'est pas en tâche dans le CRM, ça n'est pas arrivé en fait. Donc ça passe aussi par beaucoup les managers qui
un vrai rôle d'exemple à jouer là-dessus. Ceux qui ne se mesurent pas ne s'améliorent pas, ce que tu disais en intro. Parce que je pense que c'est beaucoup les métiers qui ont le rôle à jouer là-dessus. Hein. C'est pas la DSI, c'est pas le top management, c'est une valeur d'exemple. Pour donner des exemples aussi, nous, concrètement... Si je peux juste nous permettre, justement, nous, les plus gros bloqueurs, ça a été le middle management. Ouais. Ah. Donc, Qui avait l'impression de perdre du pouvoir. Donc, il faut leur montrer qu'ils doivent changer de rôle. Il y a l'impression de flicage aussi, puisque tout est visible. Voilà. Après, d'autres exemples... on est vraiment dans un cadre qui peut être coercitif. Sur certains objets dans un CRM, on va vous obliger de renseigner certains éléments. Si vous passez à l'étape d'après en opportunité, vous allez... par exemple, on sait que sur un grand compte, sur un cycle de vente en moyenne 6 mois, il y a 7 intervenants qui interviennent dans une décision d'achat. Pourquoi n'obliger qu'un seul contact sur une opportunité, sachant que le commercial, s'il fait bien son job, il y a au moins une demi-douzaine de personnes avec qui il est en relation. Et donc ça, c'est le cadre coercitif. Donc c'est un peu... rébarbatif, je dirais. Mais en fait, je pense pour que ça fonctionne, nous, on l'a sorti toujours d'une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Par exemple, sur ce contexte de nombre de contacts sur les opportunités, nous, on a introduit une mesure d'influence marketing où on va, sur toutes les opportunités en cours dans le CRM, mesurer l'engagement qu'ont les contacts sur les opportunités avec des campagnes marketing. Et ça nous permet aussi d'optimiser les actions qu'on fait, puisqu'on sait les actions qui ont de la valeur sur les opportunités. Donc, on va, si vous voulez, associer le côté un peu bâton avec la carotte que ça rapporte. Et après, je dirais que de façon plus générale aussi, ce contexte d'enjeu de données, nous aussi, on le met dans un contexte de changement du job du commercial, où finalement, on est dans un contexte d'information. Et le prospect, quand il arrive en face du commercial, il a déjà fait, je crois, 70% de sa décision d'achat. Il a de l'information. Quand vous arrivez à la Fnac et que vous voulez acheter une télévision, vous connaissez peut-être mieux le modèle que vous allez acheter que le vendeur lui-même. Et donc, comme l'information, c'est le pouvoir, il faut que le commercial comprenne qu'il a besoin de ces infos. Il change de job. Et s'il ne change pas de job, faut qu'il change. C'est plus son job. Donc, cette dimension-là, elle est hyper importante. Elle est centrale. Moi, je parle souvent d'inversion de paradigme. Sur les 20 dernières années, on est passé de l'ère où on allait chercher le client à l'ère où le client vient nous chercher. Donc, on n'est plus dans les mêmes métiers. Et le commercial qui réexplique au client ce dont il a besoin et pourquoi il a besoin d'une solution X, Y, Z au moment où il toque à la porte, on est mort. Il est à côté de la plaque. Il est déjà mort. Donc, si le commercial ne va pas analyser le comportement qu'a eu son prospect, données qu'on donne en transparence dans le CRM, on sait ce qu'il fait, ce qu'il visite sur le site web, la page qu'il a regardée sur le livre blanc. S'il a réagi à la pub, s'il a ouvert l'email. S'il nous a appelé, toute cette information, on l'a. On est quelque part dans sa tête. Et c'est de l'information qui enrichit vraiment l'action du commercial derrière. Et après, du coup, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de capitaliser sur les succès, mettre en avant des commerciaux qui jouent le jeu. Parce que aussi, on est face à un monde où les personnes se comparent aussi. On sait comment peuvent fonctionner les commerciaux. Donc, montrer que telle personne a réussi à boucler son cycle de vente plus vite et que les autres, comme par hasard, il y a eu un bon usage à un instant T. Mais ce n'est pas du tout un hasard. Ça crée des histoires, voilà. Mais et alors, juste avant de te passer la parole aussi, Hervé, tu parlais de Showpad, quelque chose qui est un outil où tu peux mettre en avant justement ce que le client a fait. En fait, derrière tout ce monde-là, il y a énormément d'outils. Donc, pour donner un exemple, on utilise Showpad pour diffuser du contenu auprès de nos prospects, nos clients. Et donc, le commercial, en fait, partage une expérience, va partager un mini-site. Et au-delà de ça, surtout, il va comprendre le comportement d'achat de son prospect. Par exemple, si je suis prospect, je vais recevoir une information. Si je la transfère à quelqu'un, le commercial va savoir à qui il l'a transféré. Il va savoir ce qu'il a regardé, ce qu'il a consommé. Et donc, pour moi, ça s'intègre complètement là-dedans, quoi. D'accord. Donc, alors, Virginie, réaction. Et après, Hervé, même question. Comment ça s'est passé chez toi? Oui, je peux en parler par rapport à Showpad puisqu'on est partenaire. Et c'est vrai que c'est énorme tout ce qu'ils peuvent faire. En fait, sur tout le cycle de l'opportunité, il y a du contenu, des actions qui peuvent être faites. Et le commercial devient vraiment ils disent un trusted advisor et plus justement un vendeur transactionnel. Donc, ça devient un conseiller qui s'adapte en fait à chaque cycle de l'opportunité au client, enfin du lead jusqu'à la finalisation grâce à ce type d'outil. Oui, il est en pleine compétence. Et dans ce type d'outil, ça va jusqu'à il suggère
les contenus que le commercial Devrait envoyer montrer. à son prospect en fonction des informations dans le CRM. Dans Salesforce. Donc, il y a, Donc, on est limite prédictif, ou en tout cas, on est fortement il conseillé. va vous dire, voilà, d'autres prospects dans des cas de figure similaires sont passés à l'étape d'après en ayant reçu ce genre de choses. Oui, donc un peu comme Amazon qui nous propose tel Voilà, contenu. c'est le même principe. Ouais. Cross-selling intelligent. Et donc, du côté de Dimo, alors comment ça se passe justement pour motiver les collaborateurs? Est-ce que les freins déjà étaient exactement les mêmes? Ça se passe bien. Ça se passe super bien. Non, J'ai pas dit que ça se passait mal. J'ai posé comment ça se passe. Dis-moi comment ça se passe. Je te dis que ça se passe bien. Non, quand on disait tout à l'heure l'inversion alors il y a l'angle Dimo, mais il y a aussi ce que j'ai vécu pendant. Tu te doutes que quand on Avec du les CRM clients entre 97 et 2016, je suis passé par un nombre de sociétés avec des expérimentations sur la mise en place du CRM et toutes les déviances possibles et imaginables, avec le bâton, la carotte, l'un ou l'autre, les deux, avec un trait commun qui est celui de la pédagogie. Si on ne donne pas du sens à l'usage, ça n'a aucun sens. Donc pourquoi je remplirais un truc que j'ai pas compris? Et cette inversion de paradigme, en fait, je trouve qu'elle aide considérablement les métiers du marketing aujourd'hui et l'alignement des sales et du marketing. C'est-à-dire que à partir du moment où le sales sait que le marketing devient une source d'approvisionnement colossale, potentielle pour son business, quand on explique les choses et qu'on explique que quand on a des trous dans la raquette, dans les datas qu'on analyse, et que justement on a besoin d'eux pour combler ces trous-là, ils comprennent très vite. Ils comprennent très vite que finalement cet enjeu, c'est eux. C'est leur intérêt. Bah oui, c'est-à-dire que c'est eux qu'on nourrit. Donc ça se passe. C'est pour ça que je disais en préambule, en rigolant, ça se passe bien. Oui, forcément, ça se passe bien. C'est-à-dire que quand on explique ça, on comprend mieux pourquoi on demande telle ou telle data. On comprend mieux pourquoi on la demande, en tout cas, et les équipes comprennent mieux pourquoi on en a besoin. Et tu leur expliques j'allais dire justement l'intérêt, c'est que tu limites ton budget sur certaines actions et que tu puisses l'engager sur d'autres. Oui, clairement. C'est sûr qu'à partir du moment où on analyse l'origine du business un peu mieux et qu'on arrive à mettre de l'énergie dessus, ils comprennent très vite que si j'ai pas une information de qualité sur des motifs d'abandon, et sur le fait de pas créer des ruptures dans des flux d'affaires, formulaire qui rentre, je ferme l'affaire, j'en rouvre une autre, toutes les datas qui étaient liées potentiellement, je les perds. Donc toutes ces mécaniques-là, en fait, ils les comprennent très vite. Donc ils les comprennent très vite, puisqu'une fois encore, il y a un enjeu business qui se cache pour eux derrière. Donc c'est assez vertueux. Et donc tu leur donnes du sens. On parlait aussi de leur montrer à quoi ça leur sert. Tu m'avais donné une formule une fois, je ne sais pas si elle est toujours vraie. Pour obtenir une donnée d'un commercial, il faut lui en donner 3. Ouais, ou 2. Enfin, de toute façon, oui, la logique d'échange avec une équipe commerciale, je l'ai dit il y a longtemps, je ne saurais pas savoir si ce credo-là que j'utilisais quand je vendais du CRM est toujours juste, mais en tout cas, oui, je pense que, en tout cas, il y a une obligation d'alignement. C'est-à-dire que si je te demande un effort, s'il y a quelque chose qui est compliqué dans le trou de la raquette et sur la data que je te demande de qualifier, il faut que je comprenne pourquoi, moi, ça fonctionne pas. Et de t'apporter quelque chose pour que ça fonctionne. Et donc, que tu leur montres que tu t'adaptes à eux. Et il faut qu'ils voient tout de suite que ça répond. C'est-à-dire qu'il faut que dans les solutions de CRM qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on ait cette souplesse, cette rapidité d'adaptation qui fait que c'est bon, il me fatigue avec sa donnée, j'ai compris à quoi ça me servait. Par contre, c'est chiant à saisir, mais il a fait un effort, il a adapté et on a trouvé une solution, un compromis qui permet d'avancer. Et vous avez montré côté marketing ou SI que vous aviez fait des efforts et donc derrière ça achète et ça nourrit. Oui, mais si c'est plus simple, c'est forcément vertueux. Ouais. D'où le SAV, ouais, tu disais un gros effort d'après-vente. Le SAV de l'outil pour qu'il soit vraiment sustainable, tu dis ça comment ? Adapté, merci. Et surtout qu'il évolue avec l'évolution du marché, puisqu'on a aussi des clients qui ont des attentes différentes au fur et à mesure, des marchés différents aussi. Donc c'est vraiment essayer d'être aussi flexible et d'accompagner tous ces changements avec les commerciaux et les retours des utilisateurs, puisqu'au final, c'est eux qui utilisent l'outil. Alors, commerciaux ou marketing d'ailleurs, parce que du côté de l'équipe lead ou data, il doit y avoir aussi beaucoup d'apports de données, j'imagine, aussi de leur part. C'est vrai que tu n'as pas trop dit, mais en fait, vous deux, enfin, moi, je suis après, en fait, ce que vous faites, c'est-à-dire la qualification du lead par le marketing, et après, nous, on récupère le lead pour le traiter dans l'opportunité. Mais dans les deux cas, je pense que la donnée, elle est clé. Oui, la donnée, elle est partout. En fait,
Je pense que ce qui est important, c'est de montrer la conséquence des actions qu'on a. Alors, on en est au ROI. Donc, justement, c'est le thème crucial. C'est par rapport à tout ce que ça prend de temps d'investissement, quel retour vous avez obtenu, quel résultat vous avez obtenu. Alors, chez Cegid, on avait parlé productivité, mais aussi churn. Comment vous avez mesuré tous les progrès réalisés? C'est très compliqué de mesurer. De façon générale, des projets liés à la donnée, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Après, surtout, je trouve que ça crée des use cases qui rapportent du business, quoi. C'est surtout ça, en fait, où il va y avoir de la mesure. Par exemple, sur des campagnes de rétention, comme tu disais tout à l'heure, nous, on va avoir toute une série de critères qui vont nous permettre d'être dans du prédictif. Donc, si je donne des exemples, par exemple, on va regarder des clients qui n'ont pas été visités un commercial depuis X mois, qui diminuent leur nombre de tickets au support. Tout ça, c'est de la donnée qu'on collecte. C'est juste des exemples, mais derrière ça c'est quand même un signe d'un comportement, d'un changement. Donc on l'exploite. Donc on l'exploite. Et voilà, en termes de ROI, ce qu'on va avoir, c'est le nombre de personnes qu'on a réussi à conserver. À conserver par rapport à la période de référence où on n'avait rien fait et pas exploiter l'information. On essaie surtout d'éviter d'être dans du curatif, en fait, parce que souvent, quand on a déjà la lettre de résiliation du client, c'est trop tard. Et ça, il faut absolument l'anticiper. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais il n'y a pas c'est très compliqué quand même de quantifier le ROI sur. Et en même temps, donc effectivement, tu ne vas pas mesurer un résultat financier. J'ai récolté 2 € pour 1 € dépensé. En revanche, il y a des mesures d'un churn réduit. On parlait de productivité, du fait que par exemple l'équipe lead avant passait un tiers de son temps à faire des extractions. Maintenant, ce temps est transparent et donc tu peux les faire travailler sur des choses plus efficaces. Il y a ça. Nous, on regarde aussi la rapidité de traitement, puisqu'on sait que sur la conversion de lead, plus on est rapide, plus on convertit. Donc, on mesure le temps de traitement et concrètement aussi, on le diminue. Aujourd'hui, on a des SLA, donc un contrat de service, entre guillemets, avec des droits et des devoirs avec les commerciaux. Nous aussi, on en a des droits, mais eux doivent aussi qualifier les leads dans un temps imparti. Chez nous, c'est 48 heures, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on a pu réduire parce qu'on est dans un mode de données, on mesure. Et donc, oui, si tu il y a des mesures, dashboards qui sortent. Tu le vois apparaître. La donnée, et honnêtement, c'est assez vertueux après derrière. En fait, c'est compliqué au démarrage dans le setup et après, voilà, on perçoit la valeur que ça peut avoir. Le bienfait. Du côté de Virginie, alors on va lui rendre son micro. On parlait tout à l'heure d'amélioration des prévisions et donc de qualité de prévision, d'amélioration du BFR. Est-ce que tu as des choses que tu peux partager sur les résultats obtenus donc chez Itron en l'occurrence? Non, alors des résultats non. Par contre, on a diminué. C'est un résultat. Voilà, on l'a diminué, le besoin en fonds de roulement, puisque on avait des approvisionnements qui étaient beaucoup plus. On avait moins de produits en fait stockés, donc qui étaient approvisionnés et ensuite directement mis en production. On a eu aussi des clients contents, puisqu'en fait, une bonne prévision, c'est une commande qui est produite en temps et en heure. Alors, je grossis un petit peu, mais ça, c'est pas toujours comme ça. Mais en règle générale, donc, ça veut dire un commercial aussi qui est content quand il va visiter son client, qui lui est content d'avoir reçu son produit, à peu près dans les délais qui étaient demandés. Après, ce qu'on voit aussi, c'est dans les autres départements, ils sont contents aussi. Donc, la finance est contente d'avoir des bonnes informations. Des dashboards fiables. Idem pour le marketing, puisqu'en fait, ça leur permet aussi d'introduire plus facilement des nouveaux produits. De les suivre et pourquoi pas proposer des cross-selling de faire des upsells aussi, puisque nous c'était aussi dans le but de changer, on va dire un petit peu la stratégie, au lieu de vendre du compteur, c'était de vendre du outcome as a service, donc avec toute une série de services derrière, produits associés, voilà, du consulting, de l'intelligence autour du produit. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans l'implémentation d'une plateforme de e-commerce, c'est également la qualité de la donnée qui sort de ces plateformes et qui permet d'être exploitable. Donc, tu parlais d'avoir les bonnes informations par rapport à Shopad avec les informations par rapport au cycle de l'opportunité, mais c'est exactement pareil sur une plateforme de e-commerce.
On a des recommandations comme ce qu'on a avec Amazon, qui a acheté quoi, ce qu'on peut proposer aussi par rapport à d'autres produits. Et ça, c'est énormément de valeur ajoutée pour l'entreprise qui met en place ce type de produit. Parce que c'est des combinaisons qu'ils n'ont pas forcément... On exploite la donnée en Tout amenant à fait. des opportunités supplémentaires, aussi ça. bien au commercial qu'au client lui-même lorsqu'il est en autonomie sur un site e-commerce. Tout à fait. Ok. Et même si c'est douloureux au départ de donner ce qu'on sait et d'accepter de se séparer de son savoir, puisque nous ne sommes plus, en tant que commercial, propriétaires du client. C'était un truc qui était affiché sur tous les frontons de boîte que je visitais pendant à peu près 15 ans. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ouais, mais c'était un des freins, ça l'est beaucoup moins maintenant, clairement, mais c'était un frein phénoménal à la mise en place de solutions de ce type. Je vais déverser mon savoir dans un outil, mais... Je suis dépossédée oui, ce à de quoi ma je répondais, propriété. oui, mais qui vous paye? Et ouais. Et Et je suis remplaçable parce que je ne suis plus détenteur de ce secret. Un commercial, effectivement, qui avait le seul savoir sur son client, il pouvait partir avec et on pouvait difficilement le remplacer. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Et donc, c'est un changement de paradigme, un changement de métier. Mais donc, du point de vue du résultat, typiquement, alors chez Dimo ou chez tes autres clients, si on résume le retour sur investissement, est-ce que... Bon, il y a plein d'exemples. Alors, qui sont satisfaisants. Une fois encore, la qualité de la donnée, elle nous permet de donner des impulsions et de prendre des décisions sur des arbitrages budgétaires pour mettre effectivement plus d'argent sur de l'AdWords parce qu'elle a bien fonctionné et qu'on se rend compte que la transformation en ARR sur un délai court est bien plus important sur des positions qu'on couvrait pas. Il y a plus de débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit il y a des positions qu'on couvre pas. Est-ce qu'on met les budgets pour aller les couvrir? Si j'ai pas une donnée qui me permet de dire que le payant rapporte, je vais pas le mettre. Donc aujourd'hui, on a ces informations-là et ça nous permet de dire, écoute, c'est bon, on double, on y va, on couvre les positions, parce que quand tu regardes sur les 3-4 derniers mois, ça a performé à fond. Et bien plus que ce qui rentre en naturel. Donc c'est comme conduire l'avion en ayant un tableau de bord efficace qui donne la pression, c'est exactement l'altimètre. Ça, c'est un exemple ultra précis, la mesure de l'ARR sur de la campagne payante. Alors, c'est de la donnée en automatique qu'on récupère sur les formulaires. Encore faut-il que le formulaire soit traité correctement jusqu'au bout. Donc, il y a un enjeu avec les sales qui est colossal là-dessus, de réexpliquer, une fois encore, à donner du sens. Il y a un autre exemple assez basique. Tiens, on va faire le salon machin cette année. OK, on fait le salon machin cette année. Qui veut faire le salon machin cette année? Ah, c'est super le salon, on voit tous les copains, c'est sympa. Ok, mais concrètement, on a signé quoi avec ce salon? Donc ça, c'est la question qui tue. Et oui, donc quand on fait ces salons-là, on investit du temps, de l'énergie. Et alors aujourd'hui, tu mesures quoi justement à la sortie d'un salon? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de utiliser les lecteurs de badge, mesurer d'autres choses qui sont rentrées dans le CRM à l'occasion? Comment ça fonctionne? Ultra simple, une fois encore, tu identifies une opportunité, elle est dans le CRM, elle est rattachée à l'opération, point barre. C'est assez simple. Une fois encore, ça paraît simple, mais c'est aussi une mobilisation des équipes. Moi, je suis sur tous les salons et je suis présent sur le stand du 9h jusqu'à 18h parce que ma préoccupation majeure, c'est que celui qui est passé, qui a eu une démo ou avec lequel il y a eu un échange pendant 30 minutes, il soit dans le CRM. Mais pourquoi? Une fois encore, c'est pas pour les emmerder à rentrer une donnée dans le CRM, c'est pour que l'année prochaine, quand on se posera la question, on saura si on le fait ou pas. C'est aussi simple que ça. Cette rentrée dans le CRM, est-ce que ça veut dire que tu utilises des outils sur site qui vous permettent d'être en direct dans le CRM ou c'est un traitement à posteriori? Alors ça peut être directement dans le CRM. Alors là aussi, pour l'avoir pratiqué longtemps, se mettre dans son CRM et en face d'un client quand on lui parle, c'est pas terrible. Non, mais donc ça après, ils s'organisent comme ils veulent. Ces dernières années, je dictais des comptes rendus directement dans Yellowbox sur mon mobile. Donc voilà, c'est saisie vocale possible via l'appli, via l'accès direct sur mobile. Ça marche très bien. Et ça, c'est des choses que les commerciaux aiment beaucoup. Une fois encore, pas bégayer quand même. C'est pas un jugement de valeur, mais on aime bien gagner du temps quand même au commerce. Donc dicter un compte rendu dans un téléphone, dans un smartphone, c'est pas la même chose que de se le palucher au clavier. Donc voilà, il y a des choses qui permettent. C'est un facilitant, effectivement, ça fait partie de à l'usage de l'outil. Ce win-win qu'on peut faire en voiture en plus, accessoirement quand on est commercial. Ouais, mais alors là, au niveau sécurité routière, j'ai des doutes quand même. Sans la radio.
Merci. Et ben, ça fait déjà pas mal de retours sur investissement, comme vous dites, et d'outils Juste un utilisés. truc hyper important avant que je l'oublie, mais c'est vraiment vital. J'ai vécu une expérience avec un client, alors pardon, ça fait vieux combattant, c'était en 2003. C'est le plus gros dossier que je signe à cette époque-là, avec un client à l'époque qui a demandé une énergie folle en termes de dossier, et avec lequel j'ai énormément appris, et mon métier de commercial et sur le CRM. Je peux le citer, c'est un client qui s'appelle Francaire, compte très difficile à signer à l'époque, très très belle opportunité. C'est un compte que j'ai utilisé pendant des années quand on me posait la question de savoir si un outil de CRM était rentable et s'il apportait véritablement un ROI. Et c'est assez rare pour être cité. Il y a une seule raison qui explique ça. Je vous dirai après pourquoi. Mais c'est un client qui était en capacité de dire le CRM, en 2 ans, nous a fait gagner 6 millions sur notre chiffre d'affaires. Le CRM nous a permis de gagner 15 points de qualité de temps de décroché sur des appels clients entrants, etc., etc. Donc, c'était le CRM dans son ensemble, l'outil et donc la donnée qui avait été mise dedans et utilisée. On a divisé par 2 le nombre de devis et pour autant, on a fait plus 6 millions de croissance sur un volume de devis qui était de 900 000 devis, je crois, à l'époque. On divise par 2 et on fait 6 millions de chiffres en plus. Réallocation des équipes commerciales sur le territoire national en fonction des potentiels et des portefeuilles d'affaires. Donc, on parlait de prévisionnel tout à l'heure. Une expérience client absolument exceptionnelle, mais ça a été évidemment formation des équipes, accompagnement des équipes. Il y a eu un énorme boulot de leur part là-dessus. Mais il y a un truc surtout qu'ils ont fait et que très peu de sociétés font quand ils déploient des solutions de ce type, c'est la photo avant. La mesure, le point de départ. Si j'ai pas l'indicateur de départ, cette photographie initiale, ils ont décidé de passer la totalité de leur service à la moulinette avant de déployer. Et ils ont fait la même photo 2 ans après. Bah forcément. On a de quoi montrer la différence et le delta à tous les éléments, à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Tous les indicateurs ont été passés au crible. Moi, si je devais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, moi, le top principal que je vois, c'est le niveau en fait des conversations. En fait, si on est sur de la donnée, on est, comme tu dis, on n'est plus du tout sur de l'arbitraire. On prend des décisions, on est dans la stratégie, objective. On comprend, on prend du recul. C'est incontestable. Donc, le niveau des conversations est, je pense, beaucoup plus intéressant aujourd'hui en 2021 pour des marketeurs qui étaient il y a 20 ans. Donc, tu penses conversation entre le marketeur et les clients ou entre les commerciaux et leurs clients? Je pense à tous les niveaux. Là, j'avais en tête entre le marketing et les commerciaux. Par exemple, on partage, nous, des dashboards communs où on va regarder le pipeline sourcé par le marketing, influencé par le marketing, précisément les sources qui en sont à l'origine, avec des taux de conversion, des évolutions. Voilà, c'est un cadre de travail qui va au-delà de « j'ai pas assez de leads », les commerciaux qui qualifient pas mes leads. Produits. Voilà, on n'est plus du tout dans ces niveaux-là, en fait, qui sont très bas de conversation, quoi. Après, ça nécessite une infrastructure, des personnes derrière. Et de la formation, comme tu le disais, parler la même langue. Mais c'est quand même autre chose en termes de performance qu'on peut atteindre. Donc, ça rejoint aussi le sujet du ROI. Hein. Tout à fait. Virginie, tu voulais réagir? Je voulais juste rebondir sur l'exemple. Le dernier point. Et nous, c'est justement ce qu'on voit énormément quand on implémente une plateforme de e-commerce, c'est que les clients, en fait, ne sont pas mûrs. Ils veulent à tout prix avoir une plateforme de e-commerce, mais ils n'ont pas fait de gap analysis, donc c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui et où est-ce que je veux aller. Et surtout, comment je vais accompagner mon organisation pour aller du point A au point B. Donc, organisation principalement commerciale et marketing, puisque c'est l'introduction d'un nouveau canal, un canal digital. Et donc, le but, c'est vraiment de les accompagner à bien définir leur cible, client, produit, prendre la bonne combinaison, et après... définir l'outil et les process qui vont aller avec. Alors qu'aujourd'hui, je veux une plateforme de e-commerce, je vais mettre ci, ça et ça. Oui, mais est-ce que tu sais combien ça va te rapporter? Quel est ton ROI? Et quelle est la valeur, la proposition de valeur que tu vas fournir à ton client à la fin avec ce scénario-là? Et donc là, on est dans l'outil avant le pourquoi. Ouais, mais c'est super important au-delà de la data. Tout à fait. Mais c'est l'une des bases qu'il faut faire avant chaque implémentation d'outils. Donc là, on est en train de sortir de notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant. Et donc, ça m'amène à la dernière question, puisqu'on est donc vers la dernière question. La dernière question, c'est, comme à chaque fois, il y en a qui ont l'habitude, vos tops et vos flops par rapport à toutes ces idées qu'on vient de partager sur la data de qualité, les enjeux qu'elle a,
et toutes les actions qu'il est nécessaire de mener, alors autour des outils digitaux bien sûr, mais donc la façon dont les collaborateurs vont les utiliser, vont les renseigner. Vous avez vécu des succès, vous avez vécu peut-être des échecs. Alors dans les succès, donc tu nous parlais de Francaire, qui est un top absolu. Ah oui. Qu'est-ce que tu as vécu comme flop ou rencontré comme Toujours flop? client d'ailleurs. Tant mieux. Et ils vont très bien, a priori, donc je pense que ça a dû marcher. Ils vont pas mal. Donc ça, c'était un top, quelqu'un qui a pris le temps de mesurer d'abord et de se dire, voilà, je pars de là et je veux aller là et je suis capable d'emmener les choses correctement et de faire le bilan à la sortie. En termes de flop, alors soit chez Dimo, soit chez tes clients, en termes d'engagement des collaborateurs vers une data de qualité, qu'est-ce que tu as pu rencontrer? Je prends des clients parce que ça se passe pas chez Dimo, mais non, Ah bon? trêve de plaisanterie. Les deux flops pour moi que j'ai vécu sur des implémentations de CRM, parce que c'est quand même un cœur data qui est important. Donc si on doit parler d'échecs sur des déploiements de solutions de ce type qui conduisent à l'alimentation de data, c'est la boîte qui met au contrat du sales le remplissage du CRM, et à l'inverse, celui qui met une carotte j'ai vu des boîtes qui payaient ses commerciaux pour remplir un CRM. C'est une hérésie totale. Parce que le jour où on arrête quand c'est rempli, parce qu'un commercial à qui on file du pognon pour remplir un CRM, je peux dire qu'il le remplit. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, tu ne sais pas trop avec quoi il le remplit. C'est bien le problème. Et le jour où tu t'arrêtes, tu ne sais pas de payer, parce que c'est rempli. Donc, je vois pas pourquoi je continuerai à les payer. Ils remplissent. Ouais, mais attends, Coco, on remplit, ça tombe plus, c'est quoi ce bazar? Donc ça, c'est pour moi un vrai flop. Et j'ai vu des boîtes le faire et dépenser beaucoup d'argent et se planter bien propre. Et puis, à l'inverse, celui qui met au contrat la suspension de quelqu'un. Alors, effectivement, il faut des règles. C'est-à-dire que dans le contrat, il est indiqué que si tu ne remplis pas ton CRM, tu peux être suspendu. Et j'ai vu des boîtes virer des très bons. À cause de ça. Bah oui. Plutôt que de faire l'effort de leur expliquer pourquoi. Et ouais, en fait, ces deux exemples-là sont pour moi des flops parce que, une fois encore, on cristallise le problème et on met une rustine. On ne traite pas le sens. On ne traite pas la raison pour laquelle je veux aller jusqu'au bout du sujet. Et on a des directions souvent qui mettent en place ces solutions sans penser à l'utilisateur, alors que s'ils pensaient à l'utilisateur, ils obtiendraient probablement les mêmes résultats. D'où la co-création dont on parlait tout à l'heure. C'est central. Du côté de Cégide, merci pour l'exemple et le top et le flop. Du côté de... Alors, je vais parler d'abord à Virginie. En top et flop, donc expérience Itron ou expérience peut-être plus récente au niveau de tes clients, c'était quoi le top et éventuellement les échecs que tu as pu rencontrer ou les grosses difficultés? Alors, le top, c'était l'implémentation de ce CRM. C'est pas parce que j'ai participé, mais non, c'était vraiment le top. Après, il y a eu des dérives suite au succès de ce processus commun et de cet outil commun, où on a d'autres départements qui ont voulu tous ramener, on va dire, leur processus et tout ça, sans forcément garder l'alignement qu'on avait eu déjà et qu'on avait vraiment gardé comme ligne rouge, comme fil rouge, durant tout le process. Donc là, il y a eu des dérives et notamment des redébordements. Il y avait eu aucun retour par rapport à tout l'apprentissage qui avait été fait sur les outils qui n'étaient pas utilisés versus comment ça a été fait, pourquoi c'est utilisé. Et c'était ça pour moi c'était fait, mais ça servait à rien et ça servait à personne. C'est-à-dire que ça, en gros c'est ça, et ça a énervé tout le monde. Après en flop, oui, on en voit notamment dans mon travail actuel, notamment des flops d'intégration de plateformes de e-commerce. Pourquoi? Parce que le client s'attend à avoir exactement la même expérience en tant que consommateur qu'il a lui sur une plateforme de B2B, alors qu'on n'est pas encore avec des outils qui sont aussi développés déjà. Et ensuite, généralement, il y a quelque chose que tu as partagé avec moi, mais que j'utilise à 200% dans la boîte. Et je la montre à des clients, c'est les fameux cercles où as je veux un projet qui soit pas cher, qui soit rapide, implémenté rapidement et qui soit de bonne qualité. Et là, on leur dit, mais c'est de l'utopie. Ouh, je veux bien que tu en choisisses 2, mais tu vas avoir des concessions à faire. Tu n'auras pas une Tesla au prix d'une Clio, par exemple. Et dans les 5 minutes. Et dans les 5 minutes. Donc, et ça, c'est toute une éducation. Donc, il y a aussi de l'adaptation au changement
au niveau déjà des décideurs voilà, et de la des mise en place décideurs. de ces outils-là, Donc ouais. généralement c'est les C-level et quand on leur dit c'est bah oui, tu vas pas l'avoir dans 2 mois ton truc. donc c'est ça, c'est des flops parce que malheureusement on n'a pas pu mettre en place cette notion de conseil trop tôt ou suffisamment tôt pour certaines entreprises ou qui n'en ont tout simplement pas voulu en disant on a tout chez nous, on sait tout, vous inquiétez pas. Et au final, on a des sites qui sortent pas ou qui marchent pas ou qui n'ont aucune valeur ajoutée au final pour le client. Donc c'est de l'argent gâché. Enfin, Mais donc là, effectivement, on est dans de la gestion de projet et au-delà de ça, du fait de peut-être ne pas avoir consulté les collaborateurs ou les acteurs qui vont se servir de parce l'outil. qu'ils n'avaient pas en fait la bonne data. Ils n'avaient pas des catalogues uniformisés sur les produits, donc il n'y avait pas la bonne data d'origine. Ils n'avaient pas une bonne segmentation de clients. Ils avaient vraiment. Oui, donc là, on est sur l'enjeu d'avoir une data propre pour pouvoir implémenter, donc suffisamment automatisé, suffisamment normé, enfin pour pouvoir être automatisé au travers d'un site e-commerce. Et donc, des tops et des flops, alors chez Cegid, est-ce qu'il y a des exemples? Des tops, il y en a beaucoup, plein de use cases. Moi, je réitérais ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir en termes de top, le cadre global, en fait. Changer le niveau de discours, pour moi, c'est le top. Enfin, s'il y a une seule chose que je devrais dire sur le sujet, c'est ce que je dirais. Après, sur les flops, il y en a aussi beaucoup, malheureusement, parce que comme on est dans un cadre d'automatisation, ça génère aussi des erreurs. C'est une machine à générer des erreurs, hein, finalement, la donnée. On a déjà fait des campagnes sur des cibles qui n'étaient pas du tout celles qu'on souhaitait toucher, parce que voilà, on se fonde sur la donnée qu'on a et qui parfois n'est pas de qualité, hein, ça arrive. Dont l'interprétation peut être erronée, est-ce que ça peut arriver? Ça peut, mais parfois on n'a pas la même perception des choses, en fait, de l'importance que ça a, ce qu'on fait dans le système. Donc c'est vraiment hyper important d'expliquer ce qu'on va faire, en fait, avec la donnée qu'on va demander, en fait, aux commerciaux. Parfois on va très vite et je te rejoins, la donnée est remplie. mais on sait pas avec quoi. Mais voilà, c'est garbage in, garbage out, comme on dit. Hein, donc voilà, hein, c'est la même chose, mais c'est plus élégant. Après, un autre flop, mais là c'est plus un flop avec un point d'interrogation, c'est comment gérer les personnes qui... Là, on se parle de règles qui prévalent pour le plus grand nombre, je dirais. Mais on a toujours des cas de figure de personnes qui sont hors cadre et qui néanmoins performent, sans respecter aucune recommandation qu'on peut avoir sur la donnée. Et le fait est que le niveau de performance peut être bon. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut conserver. Puisque, enfin, voilà, on a les mavericks qui sont capables des personnes qui sont dans la société depuis X temps, qui ont leur propre monde, leur propre façon de faire, parfois ça arrive, et qui ont des résultats. Et donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas suivre la nouvelle règle. Je pense que, comme tu disais, c'est un peu illusoire d'avoir une règle uniquement coercitive en indiquant à un commercial que son variable est à X% sur la donnée, la complétude. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être trop dogmatique. Mais parfois, voilà, il y a des cas de figure où c'est pas du tout respecté et néanmoins c'est performant, hein, ça peut arriver. Je devrais pas dire ça dans ce genre d'événement, mais ça arrive. C'est l'exception qui confirme la règle, il faut en parler. C'est ça, c'est vraiment le profil exceptionnel qui rentre pas dans les cases en fait. Mais qui est capable de faire du super business parce que le top gun, comme on dit sur le vendeur, un peu la figure qu'on peut avoir, mais voilà. Après, bon, en flop qu'on peut avoir, c'est tout ce qui rentre pas dans le CRM, parce que nous on a une problématique, c'est qu'on a 400 commerciaux, donc c'est quand même assez important. Ouais. Et on n'a pas... parfois, on sait qu'on en loupe, puisqu'il peut y avoir quand même une défiance à partager son information, à risquer d'être braconné. Voilà. On sait que le CAD marche dans 3/4 des cas, et parfois, il y a des... Si le manager ne joue pas le jeu, c'est pas... on n'est pas dupe et on sait que on n'est pas au niveau qu'on devrait avoir. Mais bon... Mais donc, globalement, ça fonctionne comme quand tu le dis, on fait de la pédagogie, on apprend à tout le monde à parler le même langage, on explique le sens, l'intérêt que la bonne donnée va avoir à tous les niveaux de la chaîne de valeur et au niveau de l'individu en particulier pour lui montrer que c'est non seulement bon pour lui,
mais pour l'ensemble de son Et on est organisation. sur un sujet quand même assez récent. Hein. Là, tout ce dont on se parle, c'est récent, donc la peinture n'est pas complètement sèche aussi. Hein. C'est une bonne expression. Mais voilà, c'est pas encore la norme. Ça va le devenir, on l'espère, mais voilà, on est sur une phase de transition quand même. Et la transition est plus ou moins rapide selon les personnes. Selon les personnes, on a encore une pyramide des âges au niveau des commerciaux où ils sont pas tous nés dedans quand ils étaient petits. Bien sûr, mais après, ceci dit, c'est pas forcément les vieux les plus réticents. Absolument, on a des personnes de 25 ans qui n'utilisent pas du tout la techno, hein, et d'autres plus proches de la retraite qui sont ultra promoteurs. Hein. Et c'est vraiment étonnant en fait. Je pense pas du tout que ce soit lié à l'âge en fait. Plutôt à une notion de computer literacy, comme on dit, la notion d'appréciation de la technique. Alors, je vais juste rebondir sur promoteur, parce qu'en fait, c'est quelque chose que nous, on a aussi utilisé, c'est avoir des champions, des utilisateurs champions qui étaient des ambassadeurs internes. Des ambassadeurs internes, voilà, Ouais. qui étaient là aussi, notamment en différentes langues, puisqu'on couvrait 120 pays. Donc, ils pouvaient faire tous les pays que moi, je couvrais pas hein, localement. Et en fait, ces champions allaient porter... Et ce sont des pairs, au sens PAIR, qui vont convaincre les autres, tout à fait, en montrant l'exemple. J'ai un exemple interne assez révélateur. Hein, c'est que j'ai un DG en 2015 qui a pris la décision de mettre quelqu'un qui avait vendu du CRM pendant 17 ans à la direction du marketing. Et c'est pas complètement con. Mais oui, parce que quand je suis confronté à des commerciaux en face de moi et qu'on essaye de construire des choses ensemble, je dis pas qu'on me la fait pas, je fonctionne pas comme ça, mais tu sais ils le savent. Tu sais que tu as vécu ce qu'ils ont vécu. Ils le savent. Donc ça a forcément une dimension qui est peut-être pas forcément consciente. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je m'assieds à côté d'eux pour comprendre, c'est pas la même logique que quelqu'un qui n'a jamais fait leur job. Oui, ouais. C'est sûr. Donc là, on parle de gestion RH au sens plus large du terme. Eh bien, merci infiniment pour tous ces échanges. Je pense qu'on repart avec pas mal d'idées. Alors, à défaut de 200 outils, au moins quelques do's and don'ts, comme on dit, sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, manier la carotte, le bâton, beaucoup de données de sens et de pédagogie pour faire comprendre comment le système fonctionne et pourquoi il faut lui donner de la data de qualité. Donc, on va maintenant se tourner vers la salle. Je vais moi me faire gronder de vous tourner un petit peu le dos depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a donc des questions dans la salle? Et Muriel, est-ce que tu pourras aussi me regarder s'il y a des questions en ligne? Visiblement pas trop. Pas trop de questions, ça avait été très clair. Voilà. Alors peut-être que par contre, Émilie, je veux bien te confier un des micros. Et si vous avez des questions. Alors, une observation d'abord. Bonsoir. Donc moi, je vais faire une observation. En fait, au travers les différentes interventions, il ressort un point quand même essentiel. D'abord, il faut parler de stratégie avant tout, plutôt que d'outils, à mon sens. Et puis surtout, ça dénote en fait un point qui me semble important, c'est que la plupart des entreprises qui ont recours à un CRM, souvent, comme vous le disiez d'ailleurs, hein, ils veulent un outil finalement, sans s'être préoccupés auparavant de se pencher sur les outils dont ils disposent, leur organisation, etc. Et on peut déplorer d'ailleurs que certains ne souhaitent pas être accompagnés. Moi, je fais des audits, donc je connais un peu le sujet, et je pense que ça nécessite en effet de faire un vrai diagnostic, un vrai audit de tous les services, de tout l'usage qui est fait en interne des données, qui seront les utilisateurs, etc. Donc ça, à mon avis, c'est un premier point pour que, au moins, c'est une chance de fonctionner avec la personne qui va en effet déterminer un cahier des charges, une structure de data, une structure d'enregistrement des datas, puisque la plupart des outils dont vous parlez sont des outils standardisés qu'on va personnaliser en fonction du besoin du client. Et il me semble important que y ait un travail, mais de fond, en amont, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est un premier point. Ensuite, alors, je ne veux pas monopoliser la parole, hein, mais le deuxième point, c'est sur la data, là encore, parce que c'est aussi mon dada, hein, et c'est un peu une spécialité. Alors, contrairement à ce que vous disiez, c'est pas nouveau, puisque moi, ça fait quand même quelques bonnes... les bases de données existent depuis longtemps. Oui, quelques décennies où
pendant lesquels moi j'ai géré de la data et j'ai accompagné des clients sur la mise en place d'outils justement. Et là aussi, je pense que c'est le reproche qu'on peut faire, mais entre guillemets, attention, hein, qu'on peut faire à des prestataires qui vont installer des outils, c'est de ne pas se pencher sur la qualité des datas qui seront intégrées. Et ça aussi, c'est une expertise. Et souvent, les entreprises, malheureusement, moi je propose qu'on travaille en collaboration dans certains cas, mais je l'ai fait d'ailleurs dans le passé, hein, en installant Sugar CRM, par exemple, où là, on a travaillé en amont la qualité des datas. C'est-à-dire qu'on évite de rentrer des morts dans son système, quoi. C'est ce que disait Virginie. Tu disais justement, Bah donc, oui, ça sert à rien de lancer un site internet si au départ la donnée n'est pas propre, structurée, identique et donc automatisable. Et carré, quoi. Et carré. Et de qualité. Et je pense que c'est pareil, le travail a été fait chez Cégide et Dimo de la même façon. Mais c'est pareil pour un CRM. Nous, ce qu'on a regardé en amont, c'était la qualité des informations produits, du référencement, la qualité aussi des clients pour éviter les duplicats. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a tout un travail de remise à niveau à faire il y a tout un auparavant. travail de remise à niveau avant, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Côté, Oui, 100% d'accord. On n'est pas sur. Le sujet n'est pas d'installer un CRM en fait. C'est beaucoup plus large que ça. C'est un vrai projet de transformation indissociable d'une remise à plat de la donnée. Chasser les doublons. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets. Enlever les morts, oui, Enlever les vrais. Voilà. Les entreprises comme les. C'est ce que je dis à mes étudiants, ça les fait sourire souvent, mais il faut enlever les morts. Et puis, vous avez aussi évoqué un sujet, c'est sur le management. Je pense que ça aussi, pour moi, gérer de la data, c'est une mission transverse dans l'entreprise. Et ça veut dire qu'en fait, on doit être en capacité d'intervenir dans n'importe quel département auprès du middle management justement pour pouvoir aussi leur faire porter cette mission d'une certaine façon. Ouais. Sinon, ils ne peuvent pas être adaptés. L'évangélisation sur la data, c'est du top down et dans tous les sens. Ouais, je voudrais juste dire un mot parce que ça me paraît important quand même à ce stade. Je pense qu'on est en phase là-dessus. Je pense qu'il y a aussi, il est nécessaire de dédiaboliser tout ça quand même. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on parle de stratégie, j'ai pas de souci effectivement à ce qu'on parle de démarche méthodologique, de construction de cahier des charges, mais on a aujourd'hui des méthodes d'implémentation de solutions de CRM, on vend du CRM, on implémente du CRM, on sait aujourd'hui que ces méthodes-là, elles permettent d'avoir de l'agilité et de le faire de manière itérative et progressive. Donc, s'il y a un message aussi à faire passer, c'est ne voyez pas trop gourmand en termes de data tout de suite. Allez-y de façon progressive. Commencez ça permet petit. de dédiaboliser aussi un peu le phénomène et puis surtout d'éviter de s'acheter des enquiquinements. Commencer petit et voir grand. Oui, C'était oui. quelque chose qu'on avait travaillé Ouais. aussi. Ouais. Monsieur, merci pour votre question. Merci pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Moi, j'ai deux questions. La première, dans le titre, c'est comment embarquer les collaborateurs, pas seulement les commerciaux, je présume. Tout à fait. Sinon, le choix du titre C'est vrai était- qu'on s'est beaucoup Voilà. concentré Et sur les donc, commerciaux. je me posais la question d'autres populations, si vous aviez des retours d'expérience. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'était en rebond d'une remarque en passant, entre guillemets, de Julien, qui disait, voilà, l'automatisation du marketing, ça nécessite, je cite, une forme de responsabilité. Donc aujourd'hui, dans la DTEM, il y a un collectif, Marketing Responsable. C'est un sujet intéressant, important. Donc je voulais vous entendre sur la question de la responsabilité qui a été soulevée par Julien. Alors, il y a la responsabilité vis-à-vis de la data et peut-être Chacun d'autres peut s'exprimer, choses. je présume. Et le collectif responsable, c'est effectivement plus large et au niveau environnemental. Mais Julien. Responsable. Pas écologique. Pas que. On a combien d'heures? Non, la responsabilité, c'est un vrai sujet. Je pense effectivement qu'il y a une vraie responsabilité environnementale. À tort, on pense souvent que le digital ne pollue pas, alors que c'est complètement faux. C'est pas tout à fait ça. Je lisais que envoyer 10 emails par jour pendant un an, ça équivaut à rouler 1000 km en diesel. Bon, c'est juste un exemple, mais bon, l'empreinte carbone, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on n'est qu'au début, qu'aux prémices de ce sujet de pollution numérique. Pour le moment, ça ne pénalise pas. Ça pénalise pas, Ça mais ne- je pense qu'il y a une prise de conscience quand même depuis un petit moment. Prise de conscience Avec qu'il y les a. data centers, avec Je- la création justement de ces plateformes qui sont hyper polluantes.
Après, je pense qu'en B2B, on n'a pas encore vraiment ce type de critères comme choix, même si on est de plus en plus vers des politiques d'achat responsables, ce genre de choses. Mais je pense qu'à l'avenir, ça sera indispensable, effectivement, de se positionner là-dessus. Donc, lié aux données, on a une vraie responsabilité aussi sur leur nombre. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont... Est-ce qu'on les utilise à bon escient? Est-ce que jusqu'où on est dans la privacy Parce que ou pas? nous sommes des pollueurs en force au marketing, faut quand même se le dire. Donc, il y a une responsabilité à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité juridique dans le contexte qu'on connaît, GDPR, e-privacy, voilà. La donnée doit être traçable, on doit recueillir un consentement, on a toute une législation à respecter. Et je crois que les chiffres ne sont pas très bons sur le respect au niveau des entreprises de façon générale, mais voilà, donc on a aussi individuellement une responsabilité, je pense. C'est ce que j'avais derrière ces termes-là. Je ne sais pas si... Pas sur la responsabilité. Il y a des obligations aussi sur le RSE qui vont pas tarder à tomber sur la tête des ETI, donc il va falloir à un moment donné aussi montrer un peu patte blanche. Mais ouais, le sujet. Alors, sur la première question qui était l'engagement de l'ensemble des collaborateurs, oui, c'est vrai, c'est intéressant de le dire parce que on parle beaucoup des sales, mais on a des consultants, on a des gens au support, on a une ADV, on a des gens qui sont aussi mobilisés forcément à la qualité de la data, des devs, des équipes produits qui sont encore et de plus en plus attachés, et pour cause, parce que quand on regarde aujourd'hui toutes nos stratégies marketing, on se rapproche très très fortement du produit et donc de l'utilisateur final et donc du produit. Donc cette data, elle est ultra importante. On parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de trucs, mais tous ces éléments-là sont forcément nourris par la data. Donc il y a une nécessité impérieuse que ces gens-là soient, et ils le sont, parce que c'est aussi ce qui drive leurs décisions, leurs choix, leurs analyses, et accessoirement qui permet aussi de nourrir nos clients sur des informations importantes. On a une activité qui est Nautilus sur la gestion des voyages et frais professionnels. Quand on sort d'une période comme celle du Covid, on nous a beaucoup demandé d'informations, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous qui avez des solutions qui permettent de gérer les voyages d'affaires, la note de frais, ça nous a permis de sortir des indicateurs assez surprenants, assez incroyables. Et alors, c'est pas non plus... surprenant, je veux dire, on découvre... C'est pas l'indice McDo, quoi. Non, mais effectivement, ça a permis quand même de révéler des choses qui étaient extrêmement intéressantes dans la période qu'on a traversée. Et alors moi, pour le Donc, coup, j'ai peut-être d'autres exemples, alors pas forcément connectés. J'ai eu l'occasion de parler avec le Club Med, par exemple, dont l'enjeu est le recrutement. Le recrutement régulier de collaborateurs saisonniers pour l'ensemble de leurs centres dans le monde entier. Donc, ils ont un CRM de recrutement, un CRM lié aux différents profils de personnes qu'ils onboardent pour leurs différents endroits. Et donc, on est au niveau des RH, mais on est bien sur de la data. Il s'appelle comment? Il a quel âge? Où elle a quel âge? C'est quoi son ou ses emails? Quand est-ce qu'il a été en contrat avec moi? Est-ce que ça s'est bien passé? Enfin, il y a aussi tout un enjeu. Et donc, c'est géré au niveau des managers de centre et puis au niveau du RH central qui a comme mission de staffer l'ensemble des centres. Donc, on est là sur d'autres types de collaborateurs, mais qui doivent aussi nourrir un CRM le plus juste possible pour cette fois non pas vendre, mais recruter. Et avec en plus du contrat saisonnier, des gens qui savent parler X langues. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un exemple de CRM un peu différent. Et par rapport à la donnée juste, et pour l'avoir vécu dans une mission récente, une entreprise industrielle qui achète un certain nombre de produits tout faits et qui achète aussi des composants pour fabriquer des composés. Si, dans la base, le fournisseur n'est pas rentré, je ne sais pas, au niveau de la logistique, quand la commande arrive du produit fini, à qui je dois commander le composant. Donc, la commande ne part pas. Donc, c'est pas approvisionné. Et si ça remonte pas tout le fil non plus, le commercial croit que la commande est partie, alors qu'en fait, on n'a même pas pu approvisionner la pièce parce que l'information du fournisseur dans la création de la pièce n'a pas été rentrée. Ou alors qu'on a le fournisseur, mais pas le prix. Donc, ça bloque aussi la chaîne d'approvisionnement. Ou que la quantité est fausse. C'est-à-dire le colisage, le prix, il est par 10 versus le prix par 1. Enfin, des cas comme ça, tout autour du ventre. Donc là, ça concerne les personnes qui vont créer la donnée produit dans le système, alors ERP ou prod, ou appro, ou logistique.
Et je vous parle même pas du poids des colis quand il faut gérer les incoterms parce que ça arrive de Chine, qu'il faut partir en Angleterre, alors qu'avec le Brexit, les conditions sont pas les mêmes, etc., etc. Donc oui, sur la collaboration, juste avant la dernière question, Oui. en fait, c'est quand on a un process ou un outil qui prend en compte vraiment toute la chaîne de valeur jusqu'à la satisfaction du client, enfin, la livraison et satisfaction, du coup, ça permet vraiment d'embarquer et d'engager tous les collaborateurs de cette chaîne. Et au final, on parle donc vente forcément et marketing, puisque c'est un peu le point de départ, mais après, il y a toutes les équipes support. Il y a les supports techniques, il y a les supports commerciaux, donc les ADV. Il y a le légal aussi, puisque nous, on traitait avec des appels d'offres. Donc, c'est comment répondre rapidement aux appels d'offres et donc d'avoir la signature automatique avec les services légaux. Et les workflows qui vont voilà, bien dans le bon sens et à la bonne workflows. personne. Exactement. Puis après, forcément, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place aussi avec les partenaires. Alors, nous, on avait commencé à regarder pour que les partenaires sur certains pays ou les commerciaux traités en direct avec ces partenaires, mais pas en direct sur le pays, puissent aussi accéder au CRM pour entrer un certain nombre d'informations et donc alléger le commercial. Et donc là, tu donnes de l'accès à la data de l'extérieur. Voilà, alors limité, mais accès à de la data. Ok, merci. Une autre question? Oui, déjà, merci pour votre présentation qui était très claire. Je ne peux qu'aborder dans votre sens, en tout cas, sur la cristallisation de la data. Personnellement, j'accompagne des entreprises dans leur transfo digital et le sujet data revient toujours en premier, soit parce qu'il y a de la connaissance client dedans, soit parce que c'est la data performance qui va nous permettre d'avoir un éclairage sur où on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, voilà. Et d'expérience, effectivement, comme vous l'avez dit, la partie accompagnement, pédagogie, acculturation, avant même de penser à l'action ou à l'outil, est indispensable. On peut avoir des outils tout autour du ventre. Si on n'a pas accompagné les équipes à comprendre, à toucher du doigt ça, c'est essentiel. J'avais 2 autres points, je vais faire rapidement. C'est des fois aussi les tableaux de bord de performance, l'impact un petit peu qu'on peut avoir au niveau du RH ou des managers. C'est-à-dire que le jour où on sort des tableaux de bord, on s'aperçoit que ce qui est fait depuis 5, 10 ans ou 15 ans ne marche pas en fait. Ne marche pas ou met en valeur, en tout cas, et en exergue, des choses qui n'étaient pas visibles ou qui étaient contestées en interne, mais qui malheureusement prennent du poids, voire des impacts aussi collatéraux positifs, des gens qui ont toujours défendu des idées. Et quand on les mesure, on s'aperçoit qu'ils avaient raison ou elles avaient raison, et du coup, ça peut aussi positivement pousser des gens en interne. Voilà, sur cet aspect collaboratif. Et j'ai juste un petit ROI sympathique qui va complètement dans ce que vous aviez dit. Moi, j'avais mesuré le temps de réunion où on passe à défendre « je suis d'accord, je suis pas d'accord, non mais c'est pas vrai ». On fait un tableau de bord, moi j'avais mesuré avant le temps de réunion lié aux décisions stratégiques, avant les tableaux de bord et après, et on a gagné énormément de temps et de la frustration et de l'énervement, parce que mine de rien, la data révèle quand même pas mal de choses, en tout cas pour prendre des décisions éclairées au vu de la performance ou de ce qu'on a mesuré. Il y a un juge de paix, c'est le référentiel unique. Oui, ce que tu dis, c'est que ça va avec ce qu'on avait comme référence chez Itron, un référentiel unique. Tout le monde a la même donnée. Et donc, elle n'est plus discutable, elle est objectivée, elle est universelle, c'est le juge de paix. Et oui, comme le disait aussi Julien, à partir du moment où on a des chiffres, on n'est plus dans l'intuition, on n'est plus dans le gut feeling et l'opinion. C'est lié à un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, qui est le sujet aussi de la business intelligence, tout cet aspect-là. Comment je mets en image aussi cette donnée-là. La data visualisation. Et comment je passe mon temps à l'analyser, plus qu'à la restituer finalement. Donc, c'est un autre sujet un peu connexe, mais... Alors pour le coup, ça sera peut-être une autre réunion. La prochaine fois, ça sera data visualisation, mon amour, et comment j'arrive à traduire visuellement ça fait une transition alors. les impacts de la data. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On a fait le tour, même si, donc effectivement, petit comité, mais très pertinent. Merci beaucoup. Au niveau des interventions de questions en ligne, il n'y en a pas eu. Et ben donc, merci à vous. On va s'arrêter là. Merci à tous les participants. Alors, évidemment, infiniment, vous qui étiez là à bord et pour nous partager vos expériences. Également ceux qui étaient dans la salle et derrière leur écran. On vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction. Pour ceux qui sont en ligne, c'est le lien qui est là-haut. Et pour ceux qui sont ici, on n'a pas de questionnaire, donc ça sera pour la prochaine fois.
C'est comme quoi, quand on essaye de rendre les choses matérielles, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, un petit aperçu du programme que vous propose l'ADTEM Rhône-Alpes pour les prochains mois. Pour uniquement les Rhône-Alpins, puisqu'on sera en présentiel le 19 novembre, nous avons l'opportunité d'aller visiter le campus du numérique de la région. Donc, un établissement unique où on peut former des étudiants, des collaborateurs, utiliser une usine grandeur nature qui permet de tester ces innovations. Et il y a aussi tout un tas d'outils et d'experts mis à disposition des entreprises de la région pour innover. Le 2 décembre, également en présentiel et dédié aux directeurs et responsables marketing, un after work. On n'a pas encore trouvé le claim équivalent à celui de l'année dernière qui était est-ce que j'ai une gueule de KPI, mais on va parler de l'adaptation des ressources marketing aux défis d'aujourd'hui. Est-ce que j'externalise, est-ce que j'internalise, qui est-ce que je fais grandir, comment je forme, etc., etc. Et mine de rien, c'est pas qu'une paille, d'où le fait d'en discuter ensemble. En janvier, un webinaire sur le nudge marketing, ou comment justement subtilement au niveau du B2C, mais peut-être aussi du B2B, on arrive à faire changer des comportements des collaborateurs ou des clients. En février, on parlera social selling. Est-ce que les médias sociaux rapportent du business? La réalité augmentée en mars et de nouveau en physique, en présentiel aussi. En avril, la visite de Food Traboul et de Mi Hotel. Pour ceux qui connaissent sur Lyon cette nouvelle adresse, lieu de vie, de restauration et d'hospitalité. Voilà. Merci à tous d'être là, de continuer à nous suivre. Vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les adresses. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.